C'est très sage, c'est très studieux, c'est très discipliné à Lille. Hein. Je suis assez impressionnée. On m'a dit que c'était pas toujours vrai. On m'a déjà dit que c'était pas toujours vrai. On va laisser tout le monde s'installer. En tous les cas, je vais commencer par vous dire bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir parce que finalement, on est chez vous pour la deuxième fois. BFM Business continue son tour de France. D'abord, c'était un tour de France de la reprise, mais on s'est dit que finalement, on aurait pu aussi parler de résilience, que la reprise, elle était engagée. On va parler avec messieurs de résilience. Donc, merci de nous accueillir à nouveau dans ce lieu, dans cette CCI avec Philippe Ourdin, président de la CCI des Hauts-de-France. Vous êtes le patron des lieux. Et Frédéric Motte, conseiller régional et président de la mission Rêve 3, vous nous direz évidemment en quoi ça consiste. Il y a un an, on allait déjà à votre rencontre, les acteurs économiques lillois, à la rencontre de vos entreprises, de votre dynamisme, de vos solutions. Je crois que c'est vraiment toujours le cas. On est dans un mouvement. Alors, on est à l'heure du choc énergétique, c'est vrai. Nous, on le répète abondamment sur BFM Business, indépendamment. Nul doute que ce matin, on va encore parler adaptation, adaptabilité et une nouvelle fois résilience. Il y a vos problématiques, vos solutions, vos requêtes, mais Philippe Ourdin, il y a surtout de bonnes idées et de l'optimisme. Moi, je retiendrai ça déjà ce matin, depuis 6 heures du matin, la matinale sur BFM Business. Il y a vraiment des solutions et de l'optimisme. Oui, de la combativité. En fait, comme je disais ce matin, nous, on a vécu la crise avant tout le monde. Vous savez, les mines, la le particularité textile. du territoire. Et c'est notre particularité. Donc, on a acquis un savoir-faire dans la crise. On a acquis la meilleure manière de travailler ensemble sur tous les éléments. Nous avons été les premiers en France à monter une task force sur la crise sanitaire. Cet après-midi, par exemple, dans ces lieux, au même endroit, on recevra le directeur régional des finances publiques, on recevra le patron des experts comptables, on recevra le patron du MEDEF, on recevra des tas de gens. Et pour trouver les meilleurs moyens, bien sûr, le conseil régional, pour trouver le meilleur moyen pour travailler ensemble, pour résoudre les problèmes. On a vraiment une résilience qui est vissée à notre corps, si vous voulez. On se retrouve face à quel enjeu aujourd'hui? Si vous avez ces habitudes et cette habitude de travailler ensemble, de crise, aujourd'hui, on est face à quoi? Qu'est-ce qu'il faut résoudre là? Là, ce qu'il faut résoudre, d'abord, il ne faut pas oublier les grands enjeux. Le canal Seine-Nord, faire de cette région un hub logistique. 110 000 salariés dans la logistique il y a quelques années, 148 000 aujourd'hui. Donc les grands enjeux, Rêve 3, mais ça, Frédéric en parlera. Il ne faut pas oublier les grands enjeux. Et en plus, on constate qu'aujourd'hui, les crises succèdent aux crises. Le grand enjeu, c'est représenter les entreprises, les défendre, les écouter, travailler avec les chefs d'entreprise en continu, toujours, pour qu'ils se sentent dans un terreau favorable et les représenter au mieux auprès de tous nos interlocuteurs. C'est pour ça que même les hauts fonctionnaires d'État qui arrivent, qui ne connaissent pas forcément notre mode de fonctionnement, eh bien, ils s'adaptent tous très vite parce que nous représentons au mieux les soucis du territoire. Et il y en a beaucoup. Regardez la crise des recrutements. Ça mine les chefs d'entreprise. C'est pire que la crise énergétique parce que les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Les chefs d'entreprise qui ont déjà un certain âge ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc c'est vraiment qu'ils se sentent aidés, soutenus par l'ensemble des acteurs. Mais en se retrouvant face à des crises différentes, comment on trouve les bonnes réponses, comment on parle à ces chefs d'entreprise, est-ce qu'ils sont à l'heure actuelle beaucoup plus inquiets? Ah oui, là, oui. Oui. La CCI Hauts-de-France fait une étude régulière, à peu près toutes les 6 semaines. Il y a une étude sur le moral des chefs d'entreprise. Pour la dernière étude, qui a 2 semaines, il y a 2 à 3 semaines, 56% des chefs d'entreprise sont très inquiets pour la pérennité de leur entreprise. C'est quand même beaucoup. Hein. Ça n'a jamais été autant, même pendant la crise sanitaire. Là, franchement, on est en situation difficile. La crise énergétique a un effet très, très violent sur les factures énergétiques des entreprises, en particulier les entreprises industrielles. Et là, il y a une vraie inquiétude. C'est justement pour cela qu'il faut travailler tous ensemble et il faut qu'ils sachent où contacter. Vous savez, c'est ce que je disais dernièrement au préfet de région. Je lui dis, écoutez, à partir du moment où un chef d'entreprise a une problématique, il ne sait même pas où appeler.
On nous dit il y a des subventions, il y a des tas d'aides pour les entreprises face à la crise énergétique. Ben oui, mais comment fait-on? C'est tellement compliqué. Comment fait-on? Là, on travaille avec David Bruxelles, que je vois, qui est le directeur général de la Chambre. Alors, on travaille à un document de simplification. Vous avez une entreprise qui fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous avez 40 personnes, vous correspondez à tel système. Et donc, vous avez tel... C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et ça, eh bien, on est tous là pour travailler là-dessus. On travaille en proximité, puisque nous avons nos méthodes de travail, et avec le Conseil régional, c'est la même façon de travailler, nos méthodes de travail de proximité, et c'est ce qui nous permet d'être le plus efficace possible. Et nous, notre point de vue, c'est que les chefs d'entreprise, que les salariés des entreprises restent positifs. Il faut être positif, il faut donner envie aux uns et aux autres de s'en sortir. On reste positif et donc on appelle Frédéric Motte. Il a les solutions, il a les réponses. Non, je n'ai pas toutes les solutions. Les solutions sont les chefs d'entreprise qui les ont. Pour reprendre un langage d'entrepreneur, Xavier Bertrand dit souvent, moi j'ai 6 millions d'actionnaires. Ce sont les 6 millions de citoyens de la région. Et puis, il a une autre maxime qui est de dire, ce ne sont pas les élus qui créent les emplois, mais ce sont les chefs d'entreprise. Et nous, notre job, c'est de créer l'environnement favorable. Et puis, évidemment, c'est de le faire ensemble. C'est surtout Philippe disait à juste titre, la difficulté pour certains de s'y retrouver. Et donc, qu'on puisse ensemble porter un projet, une ambition. Et cette ambition, justement, pour rebondir et faire de ces crises des opportunités, j'en conviens, c'est plus facile à dire qu'à faire, eh bien, on veut le faire autour de Rêve 3. Tout chef d'entreprise, il a son projet, il a sa vision stratégique. Eh bien, au niveau de la région, nous, on veut le faire autour de cette ambition Rêve 3. Rêve 3, ça part d'une initiative qui a été lancée de manière commune, Chambre de commerce, institution régionale, pour gérer les 4 transitions, qu'elles soient énergétiques, technologiques, environnementales et sociétales. Vaste programme. Sacré challenge. Hein. Et puis tout ça, donc ça avait été théorisé par Rifkin qui cherchait à le mettre en œuvre. Nous on dit, venez ici. On l'a rebaptisé Rêve 3. Ça va devenir, pour vous dire que nous c'est crucial, c'est devenu, maintenant ça a été voté, le fil rouge de toutes les actions du Conseil régional. Ça veut dire que dans toutes nos délibérations du Conseil régional, on va indiquer un petit paragraphe en quoi ma délibération intègre ces enjeux des transitions. Et cette ambition de Rêve 3, nous en sommes convaincus, c'est l'opportunité de mobiliser tous les acteurs de cette région, qu'ils soient collectivités, entreprises avec la Chambre de commerce, mais qu'ils soient aussi au monde de la formation et de la recherche et citoyens. Il ne faut pas les oublier. Et derrière ça, il y a une vraie opportunité de développer de l'activité et de l'emploi. C'est surtout pas du repli sur soi. Nous, c'est constamment comment on crée de l'activité et de l'emploi, mais aussi de la fierté, du sentiment d'appartenance, de l'espérance pour notre jeunesse. On dit qu'elle en a un petit peu moins. Et puis aussi de l'attractivité. Faire venir des entreprises, des investisseurs, des familles, des chercheurs, etc. C'est autour de Rêve 3. Et de terminer peut-être là-dessus, c'est de dire Rêve 3, c'est surtout pas un label. Il y a des bons, il y a des moins bons. Non. Rêve 3, c'est un étendard. C'est l'engagement de toutes celles et tous ceux qui veulent se dire « Oui, moi j'ai envie de participer à ce projet collectif qui va tous nous rassembler, que je sois donc élu, entrepreneur, citoyen ou enseignant-chercheur. » Bon, c'est un sacré défi, mais c'est une belle manière de commencer justement cette matinée et de venir avec vous et de balayer ensuite toutes ces questions de transition et l'urgence de changer de modèle. On va le voir avec nos prochains intervenants. Merci Philippe Ourdin, président de la CCI des Hauts-de-France, mais je crois qu'ici tout le monde vous connaît. Frédéric Motte, conseiller régional et président de la mission Rêve 3. Merci beaucoup. Merci. On va poursuivre, bien sûr, avec ce que je vous disais à l'instant, avec toutes ces questions de transition. Il n'y a pas qu'une transition, et il le disait tout de suite, Frédéric Motte, la transition industrielle, la transition écologique, économique, etc., la transition sociale, la transition industrielle, on va y revenir. Et cette urgence de changer de modèle, on va revenir là-dessus avec nos intervenants à présent, avec Sylvain Pénaud, Blandine Lepoutre, Romain Denain, Charles Christori, Alexandre Delabre. Merci de me rejoindre.
Bon, je vais vous présenter un à un avec bien évidemment des cœurs de métiers différents, des défis différents, mais ce qui vous rassemble à chaque fois, c'est cette obligation et cet engagement dans une voie de transition, bien sûr, avec Alexandre Delabre, qui est directeur de la communication ArcelorMittal France. On va revenir avec vous sur cette feuille de route impressionnante pour ArcelorMittal et les défis engagés. On va commencer d'ailleurs avec vous. Il y a urgence à basculer dans un nouveau modèle. Un modèle qu'on dirait quoi? Décarboner, c'est produire, c'est utiliser différemment, c'est créer, vendre et se développer selon de nouveaux critères. On est dans un territoire pionnier. Les Hauts-de-France, c'est un territoire pionnier pour vous. Vous êtes le témoin de cette transformation et de la feuille de route qui est engagée. Oui, bonjour à toutes et à tous, témoins et acteurs. Aujourd'hui, le site ArcelorMittal France de Dunkerque vient de se fêter ses 60 ans et on est à un tournant qui est historique, qui a la même portée finalement que la création de ce site il y a 60 ans en bord de mer, qui est de participer à la décarbonation de l'industrie. On est aujourd'hui le premier émetteur de CO2 industriel en France et donc on a une responsabilité sociétale, politique, économique sur ce territoire. Donc, si vous avez suivi l'actualité, au mois de février de l'année dernière, le Premier ministre Jean Castex est venu justement sur notre site accompagné de Barbara Pompili et Agnès Pannier-Runacher pour annoncer le soutien justement du gouvernement à notre programme de décarbonation. Donc à l'échelle de la France, on parle d'1,7 milliard d'euros d'investissement. On va y revenir parce que tout ça fonctionne et est possible que s'il y a de lourds investissements avec un temps très long. Je vous en prie. Donc je disais, ces 1,7 milliard vont nous permettre en France de réduire de 40% nos émissions de CO2 à l'échéance 2030. Et c'est une étape, évidemment, puisque notre objectif ultime est la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire que dès lors, alors on se positionne, on est le leader mondial de l'acier et des mines, on ne peut pas basculer un modèle du jour au lendemain. Comment on intègre cette nouvelle feuille de route? Alors, il y a plusieurs leviers pour atteindre ces objectifs que j'évoquais juste avant. Le premier pour nous, c'est la circularité de l'acier. Aujourd'hui, on utilise sur le site de Dunkerque 1 million de tonnes d'acier recyclé, issu pour 60% de nos propres usines de production et à 40% pour la filière de tri que nous connaissons tous dans nos foyers. Et donc, on est en train, là, actuellement, de passer de 1 à 2 millions de tonnes d'acier par an, ce qui va nous permettre de faire l'économie d'1 million de tonnes de CO2. Donc ça, c'est des actions à gain rapide sur le process actuel. Mais comme on souhaite accélérer fortement, investir fortement, ça veut dire de changer radicalement de modèle, comme vous l'évoquiez. Et pour nous, ça passe par le changement de process de fabrication de l'acier. Donc, on va substituer le charbon au gaz naturel, puis à l'hydrogène dans un nouveau process qu'on appelle de réduction directe. Donc on remplace la filière aux fourneaux actuelle par cette nouvelle filière de production d'acier. Et puis enfin, parce qu'on sait que dans le process même futur, il subsistera une part d'émissions de CO2, nous travaillons parallèlement sur la captation de CO2 dans les gaz sidérurgiques avec deux solutions à l'issue, soit le stocker, c'est une des pistes qu'on travaille avec Total Énergie notamment, avec du stockage en mer du Nord, soit le réutiliser, et c'est une des pistes qu'on travaille notamment avec Engie et une société américaine qui s'appelle Infinium pour les transformer en e-carburant à destination du maritime ou de l'aérien. Pour que ça puisse diffuser dans d'autres secteurs et avec ce modèle pérenne. Il y a quand même à l'heure actuelle un défi. On se retrouve face à un choc énergétique important, conséquent, des factures d'énergie. Il faut en même temps changer de modèle, mais pour ça, il faudrait avoir accès à une énergie abondante et décarbonée. C'est effectivement un des enjeux. Aujourd'hui, sur le programme de décarbonation que j'évoquais, il se trouve que hier soir, on ouvrait la phase de concertation préalable avec le territoire dunkerquois, aux côtés de Patrice Vergrit et puis du sous-préfet de Dunkerque. Et on est en co-saisine finalement sur ce projet-là avec RTE, parce qu'on a des besoins énergétiques conséquents. On parle d'une ligne d'électricité qui va être tirée sur plusieurs kilomètres de 400 mégawatts. Et à terme, on aura sans doute besoin de 1000 mégawatts. Donc, vous vous rendez compte de ce que ça représente. Et puis, on a besoin aussi de gaz naturel, puis dans un second temps d'hydrogène de manière abondante et aussi à un tarif économique
Et donc, on a aussi GRT Gaz à nos côtés sur ce projet. Ouais. Et quand on a des objectifs si ambitieux, on n'a pas une petite goutte dans ces moments-là en se disant mais comment on va tenir un tel calendrier, comment on va projeter un modèle qui doit faire sens sur le papier, mais concrètement comment on le déroule à l'heure actuelle? Alors, pour le groupe ArcelorMittal, ce n'est pas un projet isolé à Dunkerque. Non, c'est global. C'est un programme d'abord européen parce qu'on ambitionne de réduire de 35% en Europe nos émissions de CO2 d'ici 2030. Donc on n'est pas les seuls. Nos collègues de Gand en Belgique sont dans la même démarche. On l'a annoncé en Allemagne aussi, en Espagne. Et puis surtout, on utilise une technologie de réduction directe qui est déjà connue de par le monde, simplement pas dans cette dimension-là. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on va atteindre une telle dimension. On aura une usine de réduction directe qui sera capable de produire 2 500 000 tonnes d'acier par an. Donc le défi, il est un peu technologique, mais sur une technologie qui est quand même connue au sein du groupe. Et il est surtout humain parce que on va continuer à produire la même quantité d'acier sur le site de Dunkerque. On va devoir donc accompagner aussi nos collègues qui vont continuer sur la filière actuelle, qui vont arriver sur la nouvelle filière. Donc il y a un challenge humain d'accompagnement, de formation, de compétences, d'attractivité, de compétences qui s'ouvre devant nous. Qu'est-ce que, à terme, avec cet ancrage sur ce territoire, un territoire, on le disait, qui se transforme, cette habitude des crises, etc., ça veut dire qu'on investit quoi? On investit lourdement en R&D. C'est un bassin d'innovation pour vous aussi? Alors la R&D fait partie de toute façon des unités d'ArcelorMittal. On a à peu près dans le monde 1500 chercheurs chez ArcelorMittal, dont 800 basés en France. Donc le plus gros campus de R&D, il est sur l'est de la France, à Mézières-les-Messes. Et effectivement, il travaille notamment sur les nouveaux aciers. On a énormément de nuances d'acier. Et ils nous permettent d'avoir des aciers décarbonés demain, mais aussi des aciers plus légers pour le secteur automobile, parce que c'est ce qu'on nous demande, et plus résistants. Et on travaille aussi pour accompagner notamment le secteur automobile dans la transition actuellement de l'électromobilité. Donc on a annoncé aussi cette année la création d'une nouvelle filière de production sur notre site de Mardic, qui est juste à côté du site de Dunkerque. On va investir plus de 300 millions d'euros pour une filière de production d'acier dit électrique, donc à destination notamment des moteurs électriques des voitures, mais aussi d'autres moteurs, ça peut être les éoliennes ou effectivement dans l'électroménager. Donc d'ici 5 ans, on sera en capacité de produire 200 000 tonnes d'acier électrique, c'est ce que réclame le marché. Il le réclame vite, parce que vous avez vu que certains constructeurs, notamment Renault, a annoncé qu'il mettrait fin au thermique d'ici 2030. La difficulté, vous me faites la transition justement avec Sylvain Pénaud, qui est cofondateur en charge des projets de ce fameux site Vercors qu'on aime tant à appeler Gigafactory. On parle de lieu de transition d'innovation. Vous parliez de cette demande croissante, transformation à marche forcée. Vous en êtes l'incarnation sur ce fameux site. On l'espère, oui. En tout cas, on veut apporter notre pierre effectivement à cette révolution. C'est plus que transformation, parce que quand on regarde à quelle vitesse tout ça se transforme et que la partie, cette mobilité est en train de partir vers le tout électrique. Et c'est ce qui est une chance d'ailleurs aussi pour l'industrie automobile. On ne le dit pas souvent, mais un véhicule électrique nécessite un peu moins de pièces à assembler. Donc c'est aussi une chance pour industrialiser et continuer à avoir une industrie automobile florissante en France. Et d'ailleurs Renault, je crois, a annoncé, son président a annoncé que les véhicules Renault seront assemblés en France, et notamment sur le site de Renault Electricity. Donc c'est effectivement une chance aussi pour cette industrie. Et la partie électrique, effectivement, il y a un élément de base, un composant de ce produit-là, où beaucoup d'acteurs automobiles expliquent que c'est en gros 30 à 40% de la valeur du véhicule qui est la batterie. Donc c'est un composant dont il est intéressant de s'intéresser, puisque... Et la bataille, elle se joue là. La bataille, elle se joue là. Dans le passé, sur les véhicules thermiques, c'est peut-être les moteurs qui faisaient un peu la différence. Aujourd'hui, et plus tard, dans le véhicule électrique, ce sera la batterie, et vous aurez plusieurs batteries en termes d'autonomie, en termes de performance, et c'est ça qui va faire la valeur du véhicule. Et donc Vercors a cette ambition d'apporter sa pierre pour produire ces batteries, donc ces cellules et ces modules à Dunkerque notamment, et notamment pour effectivement la société Renault dont on a déjà parlé. Et ce site de Dunkerque, qui va représenter quoi? Son ambition, le volume, quelques chiffres? En fait, le choix du site de Dunkerque pour nous, ça a été aussi la capacité aussi d'extension.
On n'a pas 60 ans encore, on a 860 jours. On peut compter en jours. C'est bien aussi. Mais c'est bien aussi. Mais on a 800 ans d'expérience sur la fabrication de batteries en volume avec l'équipe qu'on a montée et avec 250 personnes à Grenoble et donc 30 nationalités. Oui, c'est ça, c'est le principe, c'est de venir agréger les compétences, les savoir-faire. Exactement. Donc on sait faire, on n'a pas encore fait en France, mais on sait faire. Et l'objectif de Dunkerque, c'est une première usine qui va produire à terme, dans sa capacité ultime en 2027, 16 gigawattheures. 16 gigawattheures, c'est à peu près 300 000 véhicules par an. Et c'est 1,5 milliard d'investissements. Et puis à l'horizon 2027, parce que c'est aussi un des challenges, c'est 1200 emplois directs. Et donc il y a tout aussi une anticipation à faire sur la formation, puisque c'est une filière industrielle qui est inconnue en France et en Europe. Il y a des compétences qu'il faut créer. Il y a des compétences qu'il faut créer, tout à fait. Tout à fait. Il faut attirer les talents et il y a cet intérêt d'attractivité. C'est vital aussi pour maîtriser le modèle sur cette bataille de la mobilité de demain en termes de compétitivité aussi. On parle de localisation, de relocalisation. C'est indispensable à l'échelle européenne. Là. C'est indispensable et c'est ce qui a fait d'ailleurs quand on a démarré ce projet à 6 en juillet 2020. C'était un peu le pari, c'était de dire il faut absolument être présent industriellement le plus tôt possible. Ça ne sert à rien de faire 15 ans d'innovation sur ce sujet-là. L'innovation, elle n'est pas sur la technologie de la batterie, sur la chimie de la batterie, mais on a mis, nous, l'angle sur évidemment la partie digitalisation et sur la partie industrie pour être capable de fabriquer, et en étant compétitif, ces composants-là, notamment en France. Et avec cette connaissance que nous avons grâce à l'équipe de ce qui se passe réellement en Asie et dans les usines asiatiques, on sait qu'il y a de la marge de manœuvre pour améliorer ces rendements. Elle est fine, cette marge de manœuvre Non, en fait, j'ai eu d'autres vies dans d'autres domaines et le sujet de l'industrie batterie me fait penser un peu à un sujet sur lequel j'ai un peu travaillé il y a une quinzaine d'années sur les microsystèmes, les MEMS en microélectronique, où il y a 15 ans, on développait ces composants-là. On en fabriquait même à Grenoble. On en vendait même. Par contre, on ne parlait pas trop des rendements de fabrication il y a 15 ans. Aujourd'hui, ces technologies-là, vous en avez une vingtaine dans votre iPhone ou dans votre téléphone. ST Microelectronics notamment, bien connu à Grenoble, est un des leaders mondiaux et a des rendements de fabrication qui sont du même niveau que les technologies CMOS aujourd'hui. L'industrie batterie, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Malgré tout, quand on regarde, c'est une industrie assez récente. Oui. CATL, qui est le leader chinois, qui a 30% du marché, CATL n'existait pas il y a 12 ans. Donc cette industrie manufacturière est assez récente. Et on a la chance, nous, de démarrer d'une feuille blanche et donc d'avoir en fait une vision holistique du sujet et de la regarder avec cette démarche dès le départ d'une digitalisation à l'extrême pour pouvoir prendre en compte, détecter, faire de l'intelligence artificielle et pouvoir en fait augmenter les rendements de fabrication et avoir évidemment la meilleure usine de ce point de vue-là dans le monde. Il ne faut pas se mentir, c'est une vraie course de vitesse. Là, par contre, c'est une course de vitesse, ça c'est clair. Il ne faut pas se laisser distancer. C'est une course de vitesse. On doit à la fois pour notre client qui a la même course de vitesse puisqu'il a annoncé un catalogue 100% électrique en 2030. C'est ça. Les objectifs sont arrivés. Voilà. Donc nous, on a un seul challenge qui n'est pas très compliqué, c'est qu'on doit commencer à livrer des modules et des cellules en juillet 2025 de Dunkerque. Donc quand vous imaginez la taille d'un projet de ce type, 1,4 milliard, un bâtiment qui va faire le bâtiment plus de 10 hectares, voilà, on a quelques sujets à traiter dans les 2 ans qui viennent. Bon, on peut imaginer le cycle vertueux. Si on voit le verre à moitié vide, est-ce qu'on ne pointe pas la difficulté en termes de risque de pénurie, de contraintes de ce type et de difficultés justement dans cette course de vitesse en termes de ressources, en termes de... Alors, ce qui est remarquable, moi je trouve, sur cette nouvelle filière industrielle, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples. Enfin, moi, j'en ai pas en tout cas trouvé. C'est sans doute la première fois qu'on développe une nouvelle industrie en France
en prenant en compte l'aspect d'économie circulaire dès le départ. C'est-à-dire que Ça a été intégré d'emblée sur le projet. C'est-à-dire que nous dans le projet, on a évidemment intégré le recyclage, mais pas le recyclage dont on entend parler, c'est-à-dire le recyclage de la fin de vie du véhicule, qui est tout l'intérêt du véhicule électrique, c'est que votre véhicule qui va durer 8 ans, 10 ans, voire plus quand on voit la durée de vie des batteries, les matériaux sont toujours au même endroit, donc vous allez pouvoir les recycler au bout de 10 ans. Nous, on intègre ça dès le processus de fabrication. Grâce encore une fois donc à la partie d'utilisation, on va pouvoir détecter des dérives de process très tôt, et plutôt que de laisser la fabrication aller jusqu'au bout de la fin de la cellule, on va arrêter et on va recycler les matériaux. Et donc l'Europe va aussi demander à ce qu'un certain pourcentage de matériaux recyclés soit intégré dans la fabrication des batteries. Et on imagine assez sérieusement qu'en 2030, 50% des matériaux qui vont rentrer dans l'usine de Dunkerque vont provenir des matériaux recyclés, donc ce qu'on appelle l'urban mining. Et nous, on ne le verra peut-être pas, mais nos enfants verront peut-être des usines qui vont être fournies en matériaux que sur la partie recyclage, parce que en 2030, là, on aura un volume de batteries qui seront arrivées à maturité de façon assez importante. Donc ça, c'est un point important où on intègre ça dès le départ pour être évidemment pas complètement lié à des fournisseurs. Oui. Une autonomie et une souveraineté. Et une souveraineté, même s'il y a des projets de nouvelles mines. On va parler de cette mine de lithium dans l'Allier. Il y a d'autres projets en Europe, au Portugal et ailleurs, pour développer et être plus souverain au niveau européen sur ces sujets-là. Une indépendance indispensable justement pour gagner dans cette course de vitesse. Tout à fait. Merci beaucoup. Je voudrais passer la parole à Blandine Lepout, qui est directrice de centre SLB. Alors là, on est dans la fabrication, si je ne dis pas n'importe quoi, hein, vous m'arrêtez, de systèmes de câblerie pour l'industrie pétrolière. Alors là, on peut largement parler de transformation et d'innovation. Le groupe Schlumberger qui s'est engagé à atteindre l'objectif net zéro carbone d'ici 2050. J'ai du mal à me rendre compte. Est-ce que c'est demain ou on s'est dit c'est un peu loin et ça nous laisse le temps de se transformer? Alors 2050, c'est pas très loin. La première étape, c'est 2025, puis 2030. Et ces deux étapes-là sont demain. Crucial. C'est exactement. Donc on a commencé, nous, il y a 4 ans à peu près, pour commencer à décarboner notre site. Pour des raisons assez simples d'abord, isoler le bâtiment, parce qu'il fait froid dans notre usine. Notre bâtiment date de 1963. Votre site qui est à quel endroit exactement? Notre site à Abbeville, qui a, ça fait 50 ans que nous sommes à Abbeville. Il y a un concours vraiment sur l'ancrage historique et local. Nous venons de fêter nos 50 ans cette année. Et donc nous sommes 150 personnes justement sur le site. Et un bâtiment qui fait 12 000 m². Ah oui, donc là se posent les questions de comment on chauffe, comment on transforme, comment on innove, et concrètement, les changements, comment ils se sont passés, quelles sont les bonnes pratiques sur ces sites? Alors les bonnes pratiques, il y en a beaucoup. Elles sont multiples, justement. Donc la première chose pour nous, c'était nous utilisons le gaz pour chauffer le bâtiment et l'électricité pour tout le reste. Pour le gaz, donc nous on parle sur nos objectifs, nous avons le scope 1, scope 2, scope 3. Donc le scope 1, réduire les énergies fossiles utilisées pour nous le chauffage. Le scope 2, l'électricité. Et le scope 3, l'intégralité du reste sur la vie du produit, qui est assez énorme. Donc pour le scope 1, réduire, la première chose c'est isoler le bâtiment. En isolant notre toit que nous refaisons, un vieux toit d'usine superbe, qui apporte de la belle luminosité. Mais des contraintes avec. Mais qui un peu, aujourd'hui, était une vraie passoire thermique. Et en rénovant ce toit, nous allons réduire de 30% notre consommation de gaz et éliminer 150 tonnes de CO2. Mais j'imagine qu'en attendant, les factures, elles ont explosé. Elles exploseront l'année prochaine. Aussi. Nous renouvelons notre contrat pour l'année prochaine. Effectivement, la facture est multipliée par 8. Par 8. Et à ce moment-là, on ne se dit pas, on décale, on voit comment on transforme. C'est indispensable, il y a l'obligation justement de rénover, de faire évoluer les pratiques dans l'entreprise, l'appareil productif justement, pour à terme gagner, réduire les émissions et puis gagner en termes financiers, basiquement, mais est-ce qu'on ne recule pas les investissements quand on est face à un tel choc? Au contraire, on redouble de... On les accélère. Aujourd'hui, nous avons rénové la moitié du toit
Et ça fait 4 ans en 4 phases. Et on est parti pour faire l'autre moitié entièrement l'année prochaine. Donc, on accélère effectivement la facture d'énergie, enfin le coût de l'énergie nous permet d'avoir des retours sur investissement beaucoup plus rapides, donc plus facile d'investir. Et à l'échelle de l'entreprise, ça va se caractériser comment sur votre appareil productif global? Qu'est-ce que vous allez gagner concrètement au bout de cette transformation? Au bout de cette transformation, il y a plusieurs enjeux. Le premier est d'abord, je vous disais, ne serait-ce que le toit, mais le toit apporte un certain confort en atelier. Mais après, si le fait que la société soit engagée, SLB en France a signé la charte EcoWatt. Oui. Donc le fait que SLB se soit engagé, ça montre à nos collaborateurs que nous sommes sincères dans notre démarche, qu'il faut agir. Et ça crée un certain enthousiasme. Et ça nous permet aussi, ça donne une meilleure image de l'industrie qui a besoin de rénover son image. Et ça nous permet aussi d'attirer plus de talents pour l'industrie. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs, hein. On abordera la question de la marque employeur. On est définitivement dans quelque chose où il faut mettre sur la table cette idée d'innovation, de transformation, de ces évolutions qui comptent pour les salariés et pour les talents qu'on souhaite attirer sur ce territoire qui innove. Je voudrais donner la parole à Mathieu Barbeau, qui est directeur Rêve 3, qui s'est caché qui s'est caché dans le public. Et justement, quand on parle de Rêve 3, sont des consultants, des accélérateurs d'innovation. Là, on parle d'un toit rénové, d'accompagnement. Comment ça se passe concrètement que cet accompagnement et que ce financement, parce qu'on en revient toujours à la même question, hein, comment on finance, hein? Tout à fait. Blandine va vous l'expliquer concrètement, puisqu'on a eu la chance d'accompagner l'entreprise. En fait, ça dépend de la voie d'accès et où on est l'entreprise. Quand il y a besoin d'argent pour investir et qu'il y a déjà un projet, on aide à trouver des financements. Vous pouvez être là dès le départ. Dès le départ, sur une feuille blanche. Alors, ça peut être sur une feuille blanche. Dans ce cas-là, on part d'un point de vue pragmatique. C'est-à-dire qu'on répond à un besoin, nous. Hein, on répond à un besoin d'entreprise. Donc, des fois, c'est un besoin énergétique. En ce moment, c'est beaucoup ça. Oui. Parfois, c'est un besoin sur l'eau, sur les matériaux. Et ensuite, on va faire un diagnostic le plus large possible pour essayer de trouver les sources d'économie. Peut-être que tu peux nous le... Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on avait plein d'idées et on cherchait comment se structurer, et notamment sur le scope 3 qui est quand même beaucoup plus vaste que le gaz ou l'électricité. Et donc, nous avons fait appel à Rêve 3. Ils sont arrivés à 4. Ils ont fait un tour de notre usine jusque dans les poubelles. Et ça a été fantastique. Curieux. Ils sont méticuleux. Hein. Ils ont fait deux audits absolument super et arrivés avec... un rapport de 160 pages de solutions. C'est sur tous les domaines. De passer d'un contrat d'électricité verte, ce que nous avons fait l'année dernière, cette année, 2022, rechercher les fuites d'air comprimé qui permet un rendement, qui nous font perdre 20% de rendement du compresseur. Des solutions très très concrètes, et ensuite sur toute l'économie circulaire et justement la revalorisation de nos déchets qui était notre idée principale pour les faire venir, et là justement regarder les déchets, nous inscrire sur la plateforme Actif, qui est une plateforme qui permet à des industriels de proposer leurs déchets pour d'autres industriels qui en font leur matière première. Et là-dessus, on a au moins un beau projet. Nos palettes en bois, qui ne sont pas un format standard, donc pas facile d'être recyclées, sont aujourd'hui reprises par le centre d'insertion d'Abbeville, qui aujourd'hui s'allie non seulement le côté environnemental, mais sociétal aussi. C'est une particularité des Hauts-de-France que ce système, que cet accompagnement? Les accompagnements en transition écologique, il y en a partout, ça c'est sûr, mais la particularité, c'est que dans les Hauts-de-France, comme le disait notre président, on a un passé et qu'on est résilient, qu'on est dynamique. Et c'est vrai que l'équipe des conseillers, je pense que je peux pas dire mieux que Blandine, c'est des gens qui sont engagés, qui sont passionnés. Ils sont tous persuadés que le changement climatique est majeur, mais aussi tous les autres problèmes environnementaux. Ils ont envie de faire bouger les choses, mais de façon très pragmatique, en répondant à des besoins. Donc à la fois, on est passionné par les grands concepts, l'économie circulaire, etc. Et en même temps, on est pragmatique. Pour la petite histoire, il y a 15 ans, j'ai sorti le premier bilan carbone du groupe Bouygues avec le CEO de Vercor, Benoît Lemaignan, qui était un consultant brillant. On a fait ça, c'était un grand exercice théorique très
très fort, mais en même temps, le plus important, c'est le passage à l'action. Et là, on est dans une époque, on est dans l'ère du passage à l'action. Mais est-ce qu'il faut un audit de 160 pages pour du bon sens ? Bah, l'audit de 160 pages, c'est d'offrir toutes les solutions possibles, simplement. Et puis après, on les arbitre ensemble. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas des consultants classiques. On essaye en très peu de temps, parce que ça a duré quelques jours de mission. Donc, c'est pas cher aussi. On sort beaucoup de solutions et ensuite, on arbitre ensemble. On n'est pas en train de vouloir flécher une solution qui serait meilleure pour nous. On essaye de brosser large. Et grâce à tout un réseau de partenaires et de professionnels. La CCI, c'est aussi l'intermédiaire neutre qui connaît tous les acteurs de la région. Et de la mise en relation, du pratico-pratique, mais au moins vous avez vu du jour au lendemain qu'il y avait une évolution concrète. Une évolution concrète, et oui, on parle de bon sens. Oui. Et c'est vrai qu'au départ, il y a certains projets sont uniquement du bon sens, mais à partir du moment où on fait et là où REF3 nous a aidé à créer le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, le BGES, on se rend compte de tout ce qui rentre à l'intérieur. Et ça nous donne aussi les priorités, ça nous permet de regarder un peu les priorités, où agir le plus efficacement pour baisser nos émissions. Peut-être pour compléter, on a plein de petits modèles de simulation qui permettent de dimensionner les enjeux et de prendre les bonnes décisions. On ne va pas se lancer dans une grande étude de 10 jours, mais on va faire en même temps. On va faire des petites simulations qui vont nous permettre tout de suite de faire les bons choix, d'arbitrer de façon pragmatique. Et ça, c'est quand même une particularité de notre institution. Avec à chaque fois un fléchage vers certaines aides ou alors un budget que l'entreprise amène en se disant on a décidé d'investir, aidez-nous à le faire concrètement, ou alors un fléchage vers des aides. Comment ça se passe ? Alors bien sûr, alors il y a beaucoup d'aides, c'est sûr, mais il faut aussi repérer. Donc déjà, il y a des aides, des subventions, mais en plus, dans notre équipe, donc il y a elle est d'ailleurs dans la salle, responsable financement REF3. Elle connaît à la fois toutes les subventions, à la fois du conseil régional, de l'ADEME. Parce que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. C'est très compliqué. Quantité d'aides. Et même nous, on ne connaît pas tout, hein, c'est évident. Les aides nationales, les aides européennes, mais ça c'est beaucoup plus lourd à monter. Et puis aussi, des fois, il faut monter des dossiers de prêt, simplement, ou alors aller chercher de l'equity, des fonds propres. Donc le but du jeu, c'est d'avoir une vision un peu exhaustive et encore une fois, d'être pragmatique pour aller chercher ce qui convient au projet d'investissement. Donc d'abord dégager des économies, ensuite avoir un bon projet d'investissement et puis le structurer financièrement pour que ça marche. On dirait une plaquette parfaite. Il faut qu'on la fasse encore évoluer en 2023. Moi, je vais en rajouter une alors. Puisque nous sommes donc dans les énergies, nous regardons les nouvelles énergies, nous cherchons de nouveaux business dans les nouvelles énergies. Et REF3 nous accompagne aussi pour de nouveaux modèles économiques. Pour regarder, aujourd'hui, moi, mon client, c'est ma société, c'est un client interne. Je dois me développer dans de nouveaux business, donc je regarde les nouveaux business, les nouveaux modèles économiques également. Et je vais aller chercher la rentabilité aussi. Ça, on adore. Hein, notre but, c'est de transformer les modèles économiques. Mais bon, ça, c'est des grands mots. Transformer le modèle économique, c'est quoi ? C'est travailler sur son approvisionnement, les achats, la circularité des achats, travailler sur son process de production. Donc ça, c'est quand même notre cœur de métier. Mais aussi transformer ce qu'on va vendre, les produits, les services, et essayer de continuer à se développer, mais en vendant plus de services, en étant moins dépendant des matières, moins dépendant de l'énergie, moins dépendant de l'eau. Et ça, ça fait appel à plein de concepts. Économie de la fonctionnalité, écologie industrielle du territoire, économie de la circularité. Bon, mais tout ça, de façon pragmatique, on accompagne, on propose, et Blandine en fait partie, à une promotion de chefs d'entreprise pour concrètement confronter ces concepts à leur réalité et en sortir des projets concrets, en très peu de temps aussi. Et c'est ça aussi, sur le calendrier, il y a un gage de rentrer dans le concret très très vite. C'est notre seul objectif, c'est que les entreprises bougent. C'est un beau slogan, franchement c'est un beau slogan. On va rester vraiment dans le concret avec des exemples de transformation et de transition. C'est une réponse à l'urgence, une réponse aux attentes avec Bioteos. Romain Denain, vous êtes directeur général et cofondateur de Bioteos. En quelques mots, Bioteos, c'est quoi ? Alors Bioteos, ce qu'on fait, c'est qu'on purifie l'air des espaces intérieurs grâce à des algues microscopiques. Donc tout simplement, on a développé un système breveté qui nous permet de mettre en relation une grande quantité d'air avec des algues microscopiques. Les algues captent les polluants et ressortent de l'air plus pur. Vous en êtes où en termes de développement et de commercialisation, et aussi ça s'adresse à qui ?
Alors on a fait ça, on a déjà fait une première expérimentation dans le métro de Lille, donc en partenariat avec la métropole européenne de Lille. On a fait ça pendant 4 mois, on l'a mis en station Lille-Flandre à Lille. Et donc en ce moment même, on est en train d'éplucher les résultats et on va remettre le rapport d'ici la fin de l'année pour avoir les résultats de façon officielle en janvier. Et potentiellement, l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, ça serait d'avoir un contrat par la suite avec la MEL, pourquoi pas, pour installer dans toutes les stations de métro de Lille. Et ensuite, derrière, on a aussi également développé une gamme pour les bureaux, donc qui est plus petite, 1,60 m de haut, et qui peut s'adapter en fait à tout type d'espace bureautique. Commercialisation, la date ? Premier trimestre prochain. Premier trimestre prochain, d'accord. Vous fabriquez où ? On fabrique en Hauts-de-France, et d'ailleurs c'est grâce aussi à Rêve 3, à la dynamique un peu. Mais c'est la dynamique vraiment de la région qui nous a permis aussi d'identifier des partenaires locaux. En l'occurrence, là on passe avec un prestataire qui est du côté de Arras pour faire la coque extérieure. L'assemblage on le fait nous-mêmes. On a des locaux qui sont du côté de Willems, à la frontière belge, on reste dans la partie française. Mais voilà, on a vraiment voulu avoir cet aspect local. Toutes les pièces. Toutes les pièces. Bon, après, il y a quand même des composants électroniques qui viennent quand même. La question de qui fâche, Chine. pardon. Mais non, mais il y en a partout. Il y en a partout. Non, mais je jugerai pas. On va dire qu'on a au moins 90% du process qui est en Made in France. C'est pas mal. Donc, l'accompagnement, il s'est passé comment ? Est-ce qu'au départ, vous aviez votre idée, vous aviez commencé à développer, breveter, et en fait, au bout, il n'y avait pas de développement, il y avait trop de freins ? C'est ce que j'admire avec la région de France. En fait, c'est cette dynamique avec Rêve 3, c'est que c'est pas uniquement une fois qu'on est développé que Rêve 3 va nous accompagner ou que la région va nous accompagner. C'est vraiment en fait ils nous ont épaulés du départ. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on était vraiment à une étape, une ébauche. C'est ça, c'est qu'on est parti avec une belle idée. Maintenant, cette belle idée, il fallait quand même la concrétiser pour avoir une vraie start-up par la suite. Donc on s'est fait accompagner par un incubateur, mais également l'accélérateur Rêve 3, qui nous a permis vraiment d'être en relation avec d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques, et aussi d'avoir des intervenants, notamment sur la partie financière, pour pas la citer, Delphine, qui nous a vachement accompagnés sur toute cette partie-là. Et oui, c'est grâce à ça aussi qu'on en est là aujourd'hui. C'est que sans cette dynamique, on aurait loupé énormément de choses et on ne serait pas arrivé là aujourd'hui. Une entreprise qui représente combien de salariés à l'heure actuelle ? Alors aujourd'hui, on a vu principalement des grands groupes aujourd'hui ou des grosses PME. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais c'est bon. Nous, on est une TPE, on est 5 personnes, on est 2 associés, on a 3 personnes en alternance chez nous et on compte recruter entre 2 et 4 personnes sur l'année prochaine. Exactement. Mais ça, c'est ce qu'il faudra laisser quand il faudra pitcher l'entreprise. 100% de croissance, ça fera, ça fera l'effet escompté. Merci beaucoup. Et on a aussi un changement de modèle, mais que ça soit humain ou professionnel, avec cette société qui s'appelle Le Fourgon. Charles Christoré, vous êtes président, directeur général, fondateur. C'est un changement de modèle. Vous êtes passé de la tech à une société où vous vouliez plus de sens. Racontez-nous votre parcours et ce qu'est Fourgon aujourd'hui. Alors, effectivement, moi je suis entrepreneur depuis 15 ans et j'ai monté une première entreprise qui s'appelle Addictiz Aura Technologies. On a la chance dans la région d'avoir un super site comme ça. Donc, on n'a pas fait partie des premières entreprises en 2009 à y être. Et on faisait du marketing digital, donc très tech, plateforme SaaS qui permettait aux marques de faire du jeu marketing. Donc c'est super, 10 ans d'entreprise. Mais il y a un truc qui me manquait petit à petit, c'est un nom de sens. Quel impact j'avais au quotidien. On avait une super équipe, une 50aine de personnes, très rentable, belle croissance. Mais à un moment, père de famille, et ce qui est le cas aussi de mes 2 associés sur le Fourgon, on se rend compte que la planète, l'humanité ne va pas dans le bon sens. Et moi, je suis hyper heureux de voir qu'autour de la table, tout à l'heure, les témoignages montrent qu'on est en train de changer les choses. Parce que c'est... Ne serait-ce que les mentalités. Ça, là, c'est bien l'illustration qu'il y a la prise de conscience, elle est faite. C'est le premier point. C'est que je pense qu'effectivement, quand on n'a pas cette prise de conscience-là, peu de choses changent. Donc c'est déjà cette première étape. Et donc pour venir effectivement à nous 3 pour le Fourgon, on s'est dit, il y a un moment, il faut qu'on remette un peu de sens. Donc j'ai vendu l'entreprise il y a 4-5 ans à un groupe qui s'appelle Webedia. Et donc Webedia, un gros groupe digital. J'ai accompagné 3 ans. Et donc ça a permis pendant ces 3 ans aussi de dire quel sera le prochain projet. Et le prochain projet... Je ne vais pas le faire n'importe comment, je vais vraiment chercher le sens et la valeur. Exactement. Et on a repris du bon sens avec Stéphane et Maxime sur le Fourgon en disant, il y a un truc tout bête qu'on fait toutes les semaines, c'est mettre sa poubelle au bout de sa rue.
Et cette poubelle, moi, ayant 3 enfants, elle était, on ne peut plus remplie. Elle se remplit vite. Remplie vite, on la trie. Mais on se rend compte, essaie de la trier. On essaie de la trier. Les gens sont plus ou moins bons là-dessus. Exactement. Les industriels mettent plus ou moins des produits L'emballage, recyclables. merci le Covid aussi. Ouais, exactement. Les centres de tri recyclent plus ou moins bien. Voilà, le taux en France, c'est 25% de votre poubelle, hein, donc ce qui est quand même très très faible. Donc un produit sur 4 dans votre poubelle est vraiment recyclé. Et donc le meilleur produit, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et dans cette poubelle, il y avait quoi? Beaucoup de bouteilles. Alors, pas parce qu'en France ou dans le Nord, on boit beaucoup de bière. Non, on ne le dira pas, je ne le dirai pas. Voilà. mais dans toutes les régions de France, la bière est devenue d'ailleurs la première boisson avant le vin, en tout cas, et avant l'eau étant quelque chose un peu particulier. Et donc... ah bon? Voilà. Il y a des aveux. En termes de consommation et de goût, voilà. Oui. Mais l'eau du robinet, c'est très bien. Et donc, on s'est dit, voilà, on va remettre un truc, parce qu'on n'a rien inventé. Un truc qui existait il y a 40 ans, c'était la tournée du laitier, du brasseur. On se les livrait, moi j'ai 37 ans, donc j'ai à peine connu ça. On se faisait livrer chez soi des boissons qui étaient consignées, réemployables, et donc qu'on lavait. Moi, je prends toujours l'exemple de cette assiette que vous avez chez vous. Vous la mettez pas dans votre poubelle, vous la mettez dans un truc qui s'appelle un lave-vaisselle. Donc pourquoi cette bouteille qui est en super état, vous la lavez pas? Et donc le problème, c'est que la filière elle a disparu entièrement en France. Pour différentes raisons. La raison, c'est l'industrialisation de la distribution, notamment, la production aussi de boissons. Hein. Il y a très peu, toutes les microbrasseries. Frédéric Motte aurait pu témoigner sur Motte Cordonnier de l'époque. Hein. Il m'a envoyé des photos d'ailleurs il y a 100 ans où Motte Cordonnier livrait en voiture électrique en 1920. Donc voilà, il faut se remettre un peu dans le contexte des 100 dernières années et l'ère pétrolière. Et donc voilà. Et donc le fourgon aujourd'hui, on fait la livraison de boissons consignées à domicile, au bureau. On livre et puis au même moment on vient récupérer les bouteilles qui sont remises dans un cycle de réemploi nettoyé. Mais vous vous rendez compte que là on peut vous présenter comme une société hyper innovante alors que vous êtes revenu à quelque chose d'il y a 40 ans, 50 ans et où encore une fois on parle de bon sens. Totalement. Il y a plein de choses dans plein de sujets, différents business. On retrouve ces sujets-là de bon sens. On parlait, je pense tout à l'heure sur l'histoire de on va un peu mieux isoler. Bah oui, c'est déjà avant de tout de réinventer tout, faisons des choses assez simples. Et donc moi, je suis à titre perso, je suis en vélo, on en parlait tout à l'heure. Je mets moins de temps entre Marc et ici en vélo qu'en voiture. Donc le bon sens, c'est de prendre son vélo, ça fera 2 tonnes de CO2 en moins par personne par an en carbone. Donc il y a un vrai manque de bon sens, et parce qu'on nous a habitués depuis 10, 20, 30 ans à la simplicité, moins d'efforts, parce que tout est voilà. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, il y a de la contrainte qui est en train d'arriver. Il y a la question aussi, bon sens, certes, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'accessibilité. Il y a la question du prix. Remettre ces filières, c'est quelque chose qui coûte pour le producteur, qui coûte pour le consommateur. Donc même pour le consommateur, c'est vraiment un parti pris, c'est un geste d'engagement. Comment après, on peut développer et déployer ? Alors c'est vrai que c'est un coût, parce que si on parle sur l'aspect coût, la filière ayant disparu, il n'y a plus de solution de lavage et puis solution de récupération. Donc nous, on fait toute la partie logistique de livraison et de récupération. On est en partenariat avec des sociétés. Dans le Nord, c'est Ola Consigne qui vient nettoyer les bouteilles. Et puis dans d'autres régions, on est présent. Mais effectivement, rien que pour nous, c'est des millions d'euros qu'on investit aujourd'hui dans une infrastructure logistique. On a monté en 1 an et demi 11 sites logistiques en France, 6 dans le Nord de la France. Et donc, évidemment, on croit à ça. Le consommateur, pour ça, lui aussi doit un peu investir. Certains produits, on a du mal à être au prix du plastique. Je prends le Coca-Cola. Coca-Cola considère que c'est un produit de luxe, la verre consigné. Donc, font plus de marge. Donc, il faut aussi éduquer là-dessus, aussi l'industriel. Oui, c'est ça. Mais voilà, la plupart de nos prix sont au prix du supermarché en plastique. Donc voilà, on amène comme cette facilité-là et on retire quand même de la contrainte sur de la boisson, quand même c'est très très lourd. On a tous cette image d'un supermarché où on faisait très mal aux doigts. Aujourd'hui c'est livré à domicile avec le sourire, avec des livreurs qui sont en CDI, qui prennent le temps de discuter, qui ne vous envoient pas un colis à la tête. Hein. Et on a tous cette expérience personnelle, je pense. Et donc on remet un peu de bon sens et d'accompagnement à domicile avec plein de gens où on fait gagner du temps, quoi. Bon, on dira en conclusion que vous avez tous fait le constat et la conclusion qu'il fallait changer de modèle. On a l'impression, en vous écoutant, on revient à des bonnes pratiques, à du bon sens, mais aussi à plusieurs modèles, pas un modèle, plusieurs modèles, des solutions durables et surtout, parce qu'on est quand même avec des chefs d'entreprise, il faut que ça soit économiquement viable avec un business model qui doit être pérenne.
Oui, totalement. C'est sûr que à un moment, il y a ce changement de modèle qui doit être rapide, ça demande beaucoup d'investissement. Et on le voit, moi je peux discuter, j'étais récemment avec quelqu'un de Carrefour sur la partie environnement, ils essayent de le faire, mais à un moment ils se disent, le problème c'est que si on retire tel ou tel produit des rayons, on va faire moins de chiffre d'affaires. Et donc tant qu'il n'y a pas une contrainte réellement sur... on parle de comptabilité triple demain, donc évidemment le business, mais aussi l'aspect social et environnemental. Il va y avoir des difficultés à changer les choses de manière forte. Donc voilà. Et donc heureusement il y a des soutiens régionaux, heureusement il y a plein d'investisseurs qui croient à ça et qui le font. Je pense que les entreprises qui ne prennent pas ces virages-là meurront demain. Vraiment, il y aura donc il y a un besoin en tout cas de changer un peu l'équation pour que tout ça aille très vite. Sylvain Benoît, vous. Oui, non, je voulais réagir aussi là-dessus en disant qu'il faut effectivement vulgariser, communiquer, parce si on prend le sujet du véhicule électrique, on a tendance à dire attention, le véhicule est cher, il est plus cher qu'un véhicule thermique. Mais en fait, quand on regarde et qu'on calcule tout, vous avez plus de maintenance sur un véhicule électrique. Donc si vous regardez effectivement l'ensemble du coût de possession, effectivement le véhicule électrique devient aussi intéressant. Donc il y a beaucoup à faire aussi sur l'aspect effectivement, sur le premier réflexe ça peut coûter plus cher, mais en fait si on regarde et si on communique bien et si on explique bien, on peut se rendre compte qu'en fait que ces solutions ou ces nouvelles technologies, in fine, globalement, peuvent apporter un intérêt, même un intérêt économique, quoi. Une mutualisation des solutions et des briques les unes à côté des autres et de la pédagogie, de l'accompagnement, pas que des entreprises, aussi des consommateurs. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir éclairés avec ces transitions dans les Hauts-de-France. Allez, un quart d'heure de pause pour que vous puissiez reprendre vos esprits. On se retrouve dans un instant avec cette nouvelle terre de la green logistique.